Bon, allons-y pour notre dernier chapitre en mathématiques. Donc, et la géométrie dans l'espace, chapitre numéro 9. Ok. Je pense qu'on va essayer de faire la, le chapitre en 2 vidéos. La première vidéo, on va prendre ces 4 premiers points et les derniers points là, une autre vidéo. Ok. Vecteur dans l'espace, base et repère de l'espace, orthogonalité dans l'espace, produit scalaire dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on va essayer de couvrir dans cette vidéo-là. C'est pas trop compliqué, je pense. Sauf qu'il faut juste essayer d'imaginer les choses en 3 dimensions dans l'espace. Ok. Vous avez vu repère dans les plans euh, depuis la troisième, vous faites repère, autonomie, distance. C'est la même chose à peu près ici, sauf que on a besoin d'une 3e dimension. Au lieu que ce soit x, y seulement, on va partir dans x, y, z. Donc, vecteur dans l'espace. Ok. Base et repère là. Donc, le premier point est vecteur dans l'espace. On va voir c'est quoi vecteur dans l'espace en définition. Si on vous donne 2 points A et B dans l'espace, qui sont définis le vecteur d'origine A et d'extrémité B, noté AB. Donc, c'est ça on appelle vecteur de l'espace. Donc, on a 2 points de l'espace, le point A et le point B. Si vous prenez le vecteur AB, vous avez un vecteur dans l'espace. Ok. Donc, comme c'est dans l'espace, le point A aura trois coordonnées. Ok. L'abscisse, l'ordonnée, et puis la cote, le Z là. Le B aussi aura 3 coordonnées. X, Y et puis Z. Donc, à troisième, vous vous limitez seulement à X, Y. En terminale, on vous ajoute une autre euh, coordonnée qui est la cote. Donc, 2 points forment un vecteur. Et ce vecteur-là a des caractéristiques. Ce vecteur est caractérisé par sa direction. Ok. Là, c'est la même chose que sur le plan. Donc, c'est la direction de la droite AB. Le vecteur a un sens, celui du déplacement A vers B, puisqu'on a dit vecteur AB. Ok. Et aussi, comme dans le plan, le vecteur aura sa norme, la longueur. Ok. Et là, c'est la distance AB, distance segment AB, qu'on peut noter comme ça. Vous voyez, D bar, puis AB comme ça. Ou bien tout simplement AB sans rien. Voilà. La donnée de 2 points confondus, si vous avez 2 points, les points A et B là qui sont confondus ou superposés, ça veut dire que vous avez un vecteur nul, sans direction ni sens. C'est comme si vous avez AA, comme ça, BB, ou tout simplement O, vecteur 0, si les points sont confondus. On vous dit que deux vecteurs I et V de l'espace sont égaux. Vous avez l'égalité des vecteurs dans les plans. Ici, on vous parle de l'égalité des vecteurs dans l'espace. Les deux vecteurs qui sont égaux dans l'espace. Ok. Si et seulement si ces vecteurs-là ont même sens, même direction et même longueur, c'est-à-dire même norme. Les 3 propriétés qui sont là, ici. Là. Ok. Si ces 3 propriétés de vecteurs sont les mêmes pour les deux vecteurs, alors ces deux vecteurs sont égaux. Je pense que ça, c'est évident. Hein? OK? On définit dans l'ensemble et on définit dans l'ensemble des vecteurs de l'espace une addition qu'on note plus. OK? Ça veut dire qu'on peut additionner deux vecteurs. Vecteur U plus vecteur V. C'est possible dans l'espace. Et c'est la même chose que ce qu'on fait dans les plans, dans l'ensemble des plans. OK?
De même aussi, on définit le produit d'un vecteur dans l'espace par un réel. En troisième, vous avez vu, produit, je pense que c'est le chapitre 2 du mathématique troisième, produit d'un vecteur avec un réel, quelque chose comme ça. Donc, on peut faire la même chose ici et dans l'espace. OK? Un vecteur de l'espace par un réel. Donc, ça va donner les mêmes propriétés que le produit, que la multiplication. Vecteur coplanaire. Vous vous rappelez du vecteur collinéaire dans les plans depuis la troisième. Ça veut dire que les deux vecteurs sont, on va dire, portés par deux droites parallèles. Donc, si nous sommes dans l'espace, on considère par exemple qu'on a trois plans, qu'on est dans trois plans. Imaginez votre salle de classe et que vous êtes en face du tableau. Le mur qui porte le tableau, là, c'est un plan. OK? Le sol, c'est-à-dire la terrasse, ou bien sur lequel, le sol sur lequel, le plan du sol, la terrasse de votre salle de classe, on considère ça comme un autre plan. OK? Et on considère un autre mur de, de la salle de classe, le mur qui est à gauche ou bien à droite de vous. On a besoin seulement de trois plans. OK? Supposons que vous prenez le mur qui est à votre gauche. Vous êtes en face du tableau. Le mur qui porte le tableau est un plan. La terrasse ou dalle, si vous voulez, de la salle de classe est un plan. Et on prend un troisième plan, le mur de votre salle de classe, à droite, qui est à votre droite. OK? Donc, si vous tracez deux droites, deux vecteurs sur le tableau, donc ces deux vecteurs-là sont sur le plan du tableau. Ces deux vecteurs-là sont coplanaires, ça veut dire même plan. Donc, si vous tracez un vecteur sur le tableau, au tableau là, donc le mur qui porte le tableau, le mur qui est en face de vous, et un autre vecteur au sol, si la terrasse vous dessinez, ces deux vecteurs-là ne sont pas sur les mêmes plans. Parce que là, on est dans l'espace, les trois plans de l'espace là. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez quand je dis coplanaire là, c'est un peu difficile, c'est pour ça que je dis il faut utiliser un peu votre imagination pour qu'on puisse s'en sortir ici un peu. Imaginez-vous dans l'espace, c'est pas sur les plans. Donc, si on prend les trois vecteurs U, V et W, ces trois vecteurs là de l'espace, on prend A, un point de l'espace, on nous dit soit B, C, D, les points de l'espace tels que le vecteur AB est égal au vecteur U. Le vecteur AC est égal au vecteur V, les mêmes vecteurs qui sont là. Le vecteur AD est égal au vecteur W. Donc, on dit que les vecteurs U, V, W sont coplanaires lorsque A, B, C, D sont coplanaires. Donc, les vecteurs là sont coplanaires si les points qui forment le vecteur là sont sur le même plan. Ou bien, donc, exemple, vous voyez ici, A, B, C, D, OK? E, F, G, H. Donc, on a un cube ici. Ce cube-là, A, B, C, D sont coplanaires. Est-ce que vous voyez ça? A, B, C, D. Sur les mêmes plans. Est-ce que vous voyez que A, B, C, D sont sur la base du cube? La face sur laquelle le cube est assis, ça, c'est une face. On considère ça, c'est comme si c'est un plan. Les points A, B, C sont sur la même face. Donc, ces points-là sont coplanaires. Donc, si vous prenez le vecteur AB, vous voyez vecteur AB, vecteur AC, AC, vecteur AD, voici A, voici D. Ces trois vecteurs aussi sont coplanaires. Si vous voulez, vous prenez d'autres vecteurs, C, D, D, B, tout ce que vous voulez.
Si c'est formé par ces 4 points qui sont coplanaires, les vecteurs aussi seront coplanaires. OK? Si vous prenez A, B, C et puis E, voici A ici, voici B ici, voici C ici. Maintenant, E est parti carrément ici. Vous essayer d'imaginer un peu un cube ou bien un carton cubique qui est posé au sol. OK? Moi, je vous dis de prendre A, B, C, D comme si c'est la face qui est au sol. Essayez de voir le cube là comme ça. Pour pas que votre vision vous trompe. Donc, vous allez voir que A est là. C'est une arête du cube. Ça, c'est une hauteur. Donc, on voit bien que A, B, C sont sur le même plan, sur la même face. Par contre, E n'est pas coplanaire avec les autres là. Donc, c'est E qui gâte tout. Donc, ce qui fait que les points là ne sont pas coplanaires. Donc, si vous prenez un vecteur AB, vous voyez AB, AC, AC, et puis AE, AE, vous voyez que ce n'est pas sur le même plan. Voilà, les vecteurs ne sont pas sur le même plan. C'est ce que ça veut dire. OK? Théorème. 3, si on prend toujours nos 3 vecteurs là, U, V, W là, de l'espace, OK? Ces 3 vecteurs là sont coplanaires si et seulement si l'un d'eux est, est combinaison linéaire des 2 autres. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pouvez additionner, quand il dit additionner, comme ça, vous multipliez les 2 autres vecteurs avec des coefficients et puis vous additionnez les 2 ensemble. Vous allez trouver le 3e vecteur. Regardez ici. Si on prend W, qui est combinaison linéaire de U et V, ça signifie qu'il existe 2 réels, alpha et bêta, tels que nous, on peut écrire W égale à alpha U plus bêta V. Si alpha égale à 1 et bêta égale à 1, par exemple, là, on aura W égale à U plus V. C'est ce qui veut dire combinaison linéaire. Donc, tout ça là revient à dire qu'on peut avoir une relation entre ces 3 vecteurs. Et bien sûr, vous pouvez aussi dire que U, parce que si vous voulez, vous pouvez tirer U ici. Donc, U aussi sera fonction de W et puis B et puis V. Donc, quand on peut faire ça, les 2 vecteurs là sont collinéaires. C'est seulement quand on peut faire ça que les 2 vecteurs sont, j'ai dit collinaires, mais coplanaires. OK? Sur le même plan. Donc, si je reprends notre cube là ici, si on prend AB, AC, BC, est-ce que ces vecteurs-là sont coplanaires? AB, AC et puis BC. C'est comme un triangle. AB, vous voyez? AB, AC et puis BC. OK? Vous vous rappelez les relations de charge depuis la 4e. OK? Bon, je ne fais pas les cours de 4e, mais normalement, vous pouvez vous rappeler de ça. Et relation de charge. Vous voyez les B ici et puis B ici. La relation de charge dit que si vous additionnez comme ça, des vecteurs A, B et puis B, C, c'est égal à AC. Vous pouvez supprimer le B qui est au milieu là. C'est que la relation de charge dit. Donc, ou bien en physique aussi, physique même terminale, vous vous rappelez que c'est comme composante d'un vecteur. Si on considère que le vecteur AC là, vous voyez AC, c'est comme si AB est la composante horizontale et puis BC est la composante verticale du vecteur qui est là.
Parce que BC, là, c'est la même chose que, c'est la même valeur que AD. Vous voyez? Donc, AB plus BC égale à AC. Donc, on arrive à écrire une relation entre les trois vecteurs. Si vous voulez, vous pouvez dire que AB égale à AC moins BC. C'est pas grave. Vous voyez ici, c'est la même relation qui est là, sauf que alpha égale à 1, bêta égale à 1. Vous voyez? Donc, comme on peut écrire cette relation, on peut dire sans hésiter que les trois vecteurs là sont coplanaires. Maintenant, on va prendre les cas AB, AD, AB, AD, puis EF. AB est là, AD, et puis EF. Vous voyez, EF est carrément ici. AB, AD, puis EF. Donc, si les trois vecteurs là étaient coplanaires, on allait pouvoir écrire ce genre de relations-là. On allait pouvoir avoir D réels, alpha ou bêta, ou 7 cas dans les cas ici, A et B. D réels, A et B. A et B, là, vous pouvez prendre n'importe quel nom hein, si vous voulez. Voilà, ici, vous voyez que alpha et bêta, et puis ici, on a pris A et B, c'est la même chose. OK? L'essentiel est que ce soit des réels, tels que on peut écrire ça de cette façon. AD est égal à A, AB, plus B et F. OK? On allait pouvoir écrire ça. Et si vous voyez bien, EF et puis AB, ces deux-là sont égaux. Ces deux vecteurs qui sont égaux. OK? AB et puis EF, là. Ces deux-là, AB et F, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, nous, on peut dire, au lieu de A et EF, là, on peut remplacer le EF qui est ici, là, par AB encore. Parce que AB et EF sont égaux. Donc, on peut factoriser par AB finalement et puis obtenir ça. Donc, vecteur AB qui est facteur de petit a plus petit b. OK? Donc, quand on regarde AD et puis AB, vous voyez AD puis AB, est-ce que ces deux-là sont dans la même direction? Les deux ne sont pas dans la même direction. OK? Donc, cette égalité-là, elle est impossible en fait. Parce que les deux vecteurs-là n'ont pas la même direction. Si ces deux vecteurs-là avaient la même direction, on allait dire que c'était possible. Donc, par conséquent, ici, là, les trois vecteurs qui sont là ne sont pas coplanaires. Donc, jusqu'à là, ce qu'on va vous demander de retenir, c'est juste savoir que que veut dire vecteur coplanaire. La définition même, j'ai pris l'exemple de votre tableau, le plan de votre tableau et puis le sol, la terrasse. OK? Ça, c'est pour savoir même physiquement, vecteur coplanaire, là, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on vous dit que si trois vecteurs sont coplanaires, alors on peut les écrire dans ce sens-là. On peut avoir une relation entre les trois. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie du chapitre, base et repère de l'espace. Base et repère de l'espace. Donc, base et repère de l'espace, on va définir ça d'abord. Parce que vous connaissez déjà dans un repère orthonormé du plan, vous connaissez déjà la base du repère OIJ. On vous répète ça à chaque fois. OIJ, OIJ. OK? C'est la même chose ici à peu près. Sauf que ici, là, on ne va pas se limiter à J seulement. On va ajouter K. Ça sera OIJK. Donc, vous allez avoir trois axes. Votre repère aura trois axes au lieu de deux axes. Axe des abscisses, axe des ordonnées, et puis axe des côtes, cette fois-ci. OK? Donc, la base, là, la base, c'est juste le vecteur unitaire. Dans les plans, ça va être vecteur I,
puis vecteur J. Donc, dans l'espace, la base, là, c'est le triplet vecteur I, vecteur J et vecteur K. Et ces trois vecteurs-là ne sont pas coplanaires. Et bien sûr, parce que chaque vecteur va suivre un plan. Vous avez trois plans dans l'espace. OK? Donc, on appelle maintenant repère de l'espace tout quadruplé. Vous voyez là, maintenant, on a ajouté le O, qui est l'origine du repère. OK? O est un point de l'espace et I, J, K, une base. Ça, c'est un point. Et là, ce sont les vecteurs. Ce sont les bases. On a fini avec la définition. J'espère que vous avez compris. Il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. Il suffit juste d'ajouter un cas. C'est comme dans les plans, mais il suffit juste d'ajouter un cas. Les coordonnées maintenant, coordonnées d'un vecteur et coordonnées d'un point. Vous avez vu coordonnées d'un vecteur depuis la troisième. Si vous voulez coordonnées du vecteur A, B, ça fait x de A, x de B moins x de A, y de B moins y de A. OK? Vous avez vu ça? Les coordonnées d'un point. Vous mettez entre parenthèses les x et puis les y. Donc, on va voir dans l'espace maintenant comment ça va se passer. Donc, vous aurez pu les deviner. Vous allez avoir besoin de trois points. Cette fois-ci, de trois valeurs pour définir. Donc, ça va faire les x, les y et puis z cette fois-ci. Donc, si on prend la base IJK de l'espace, pour tout vecteur U, il existe un triplet x, y, z de réel et un seul. Ça veut dire qu'il y a un et un seul triplet qui peut décrire le vecteur là, le vecteur U là. Et ce vecteur U égale à x, y, j et z, k. OK? X, donc, vecteur collinaire, vecteur, c'est la composante sur l'axe des abscisses. Y, c'est la composante, donc, de l'axe des ordonnées. Et Z, c'est la composante de l'axe des côtes, là. K. OK? Donc, ce triplet X, Y, Z, là, ce triplet, là, s'appelle triplet de coordonnées du vecteur U dans la base IJK. Voici comment on note. C'est la même chose comme dans les plans, non? Vous faites entre parenthèses X, Y, non? Sauf que ici, vous devez ajouter Z. Parce que là, on est dans l'espace. OK? Petit b, on va prendre maintenant un repère OIJK de l'espace et un point M de l'espace. Si vous prenez le point M de l'espace, le point M aura aussi des coordonnées X, Y, Z. OK? Ça sera les mêmes coordonnées que le vecteur OM. O étant l'origine du repère. C'est pratiquement la même chose qu'en troisième. OK? Donc, dans la base IJK. Donc, ça va s'appeler les coordonnées donc, du vecteur M. Donc, le point M a les mêmes coordonnées que le vecteur OM. OK? X, Y, puis Z. J'espère que c'est compris. On va parler des coordonnées des vecteurs et des points toujours. Ça, c'est le petit b qu'on vient juste de voir. Je vais juste remettre ça ici. On aura besoin d'utiliser ça. Donc, le x là, le x qui est là, pour les coordonnées du point M ou vecteur OM là, le x s'appelle l'abscisse. OK? Le y s'appelle l'ordonnée de M. Le z s'appelle la cote de M. Donc, cote là, depuis le début, j'ai parlé de ça. Cote, cote, cote. Mais ici, maintenant, on introduit ça à proprement dit. La cote. Abscisse, vous connaissez depuis. L'ordonnée aussi, vous coordonnez. Vous connaissez depuis. Donc là, on vous ajoute la cote. C'est juste ça qui s'ajoute. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, depuis on parle là, c'est ça seulement qui s'ajoute. Donc, si on vous dit de placer les points M de coordonnées A, B, C, on place, par exemple, M1, A, 0, 0. MD,
0, B, pi 0. OK? OM3 est égal à OM1 plus OMD. Alors, M là est-elle comme ça? Est-ce que vous voyez ici? Ici, là. Le point M a les coordonnées A, B, C. Ou bien, coordonnées A, B, C. Là, je suis en train de vous montrer comment vous devez placer les points dans un repère 3 dimensions. Vous voyez déjà les repères, comment les repères se présentent. Là où vous avez l'habitude de mettre Y là, cette fois-ci, on va mettre là-bas Z. Vous voyez comment le X est venu? X est là. Et puis Y est là. Bon, mais ce n'est pas tout le temps forcé de faire ça, hein. Vous pouvez mettre X ici, Y ici. Mais c'est préférable de mettre toujours la cote là, à la verticale. Ça, c'est la hauteur. Toujours, c'est préférable de faire ça. Donc, c'est préférable de maintenir cette représentation-là. Donc, si nous voulons placer les points M de coordonnées petit a, petit d, petit b et petit c. Comme ça. Le point qu'on veut placer là, c'est ça. Maintenant, comment vous allez placer ce point-là? C'est là la question. OK? Donc, vous placez d'abord l'abscisse. C'est le point M1 de coordonnées petit a, puis 0, 0. Vous voyez? Si l'axe des abscisses, là, l'axe de X, vous venez, la valeur de petit a, vous placez les points de coordonnées M1 égale à des coordonnées A, 0, 0. Voici le point M1. Point M1. OK? Première étape. Deuxième étape, là, c'est le point MD, de coordonnées 0, B, 0. C'est-à-dire l'ordonnée là maintenant, les Y là. Vous partez sur l'axe des ordonnées, vous placez les points jusqu'à la valeur. Si par exemple, c'était 3, vous allez aller jusqu'à 3. Ici, si c'était 2, vous allez aller jusqu'à 2. OK? Une fois que vous avez ça, vous pouvez maintenant placer le point 3, le point M3, de telle sorte que M3 est égal à OM1 plus OMD. Est-ce que vous comprenez? OM1, vecteur, plus vecteur OM2. Ça vous donne naturellement ce vecteur-là, OM3. Vous voyez, OM3. Ou bien, pour ne pas compliquer les choses, il faut juste tracer le parallélogramme qui sera formé par, voilà. C'est-à-dire, eh, si vous arrivez ici, vous avez l'abscisse, ok? Prenez votre équerre, vous posez ici perpendiculairement, et puis vous tracez tout droit, de telle sorte que ça soit parallèle à l'axe Y là, ok? Après, eh, vous faites la même chose ici. Une fois que vous placez les Y, vous prenez votre équerre. Ici, là, vous allez voir, ça c'est un peu, comment on appelle, comme un parallélogramme. Mais en réalité, ça doit être un rectangle, en fait. C'est parce que c'est en 3 dimensions que vous voyez ça un peu, vous voyez penché comme ça. Mais en réalité, si vous voyez en vue de dessus, une vue de dessus, ça doit se présenter comme un rectangle. Donc, en réalité, vous devez juste placer un rectangle, tracer un rectangle qui aura des côtés cette distance, c'est-à-dire l'axe et l'abscisse, et cette distance, l'ordonnée. Donc, vous tracez, et c'est ce point-là qu'on appelle le M3. Le M3, à partir du M3 maintenant, vous devez projeter verticalement vers là-haut, à une distance égale à la cote, à C. C, la valeur de C là. Vous tracez maintenant cette droite verticalement, parallèle à la côte. OK? Donc, imaginons que vous êtes assis ici. Ça, en face de vous, c'est le tableau, le plan du tableau.
À droite de vous, le mur de la salle de classe. Et en bas ici, c'est la terrasse, le sol de la salle de classe. Donc, le coin qui est entre les murs, le coin de rencontre des deux murs, là, les murs du tableau et le mur qui est à votre droite, là, le coin, vous voyez, tout droit, c'est ça, on va considérer comme la côte. Jusqu'en haut. OK? Donc, en bas, le mur qui est en face de vous, qui porte le tableau, en bas, tracez une ligne au niveau de vos pieds, là, tout droit. Et une autre ligne, le mur qui est à votre droite, en bas, carrément en bas du mur, tracez ça. Et cette droite-là, c'est le coin qui est le coin des rencontres des deux murs, là, tracé comme ça. Donc, vous allez tracer d'abord au sol pour avoir ces points-là. Ça veut dire que les points M3, là, en fait, doivent se trouver au sol. Et vous projetez maintenant vers là-haut. OK? C'est comme là, quelqu'un qui est arrêté comme ça. Et sa tête est là. Donc là, c'est comme ça on place les points, un point dans un repère à 3 dimensions. Un peu compliqué, mais c'est pas impossible à comprendre. On va passer à la troisième partie du chapitre. Orthogonalité dans l'espace. Bon, en troisième, vous avez parlé des vecteurs collinaires, vecteurs orthogonaux, conditions d'orthogonalité et puis conditions de collinarité. Quand vous voulez faire équation de droite et tout ça, depuis la troisième. Oui. Donc ici, on va voir dans l'espace comment, comment on peut déterminer que des vecteurs, par exemple, sont orthogonaux. Par exemple, comment on fait? Donc, orthogonalité dans l'espace, vecteurs orthogonaux. Si vous prenez D et puis D', deux droites qui sont perpendiculaires, ces deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit. Ça, c'est la définition, tout le monde doit connaître. Tout le monde connaît ça déjà, je suppose. Ces deux droites-là se coupent en formant un angle droit. D et D' sont orthogonales lorsque leurs parallèles respectives menées d'un même point sont perpendiculaires. Donc, si des droites sont perpendiculaires, si vous euh, tracez leurs parallèles respectives, leurs parallèles aussi seront perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant, si on prend deux vecteurs U et puis V qui ne sont pas nuls, et A, B, C, D, 4 points tels que AB égale au vecteur U, CD égale au vecteur V, on dit que les deux vecteurs A, B, U et puis V là sont orthogonaux lorsque les droites AB et B et CD sont perpendiculaires. Autrement dit, les deux vecteurs là sont orthogonaux si les droites qui portent les vecteurs là sont perpendiculaires. Tout ça là, c'est pour définir perpendicularité, mais je pense que vous comprenez déjà vecteurs orthogonaux. C'est exactement comme dans le plan, sur le plan, mais cette fois-ci, on va aller dans l'espace, tout simplement. Je pense que orthogonalité, là, tout le monde comprend ça. Et voici comment on note ça. U, et puis vous mettez ce symbole-là, orthogonal, et puis vous mettez V. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. OK? Alors, si U ou V est nul, alors U et V sont orthogonaux. Tout ça là pour dire, cette phrase-là, cette dernière phrase avait dit que le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas vraiment notre point d'intérêt ici. J'espère que vous comprenez quand on dit orthogonaux, vecteur, orthogonaux, vecteur, orthogonaux. OK? Base et repère orthonormé. En troisième, on a appelé repère orthonormé, c'est quoi? C'est quand la base, les vecteurs unitaires sont perpendiculaires et l'unité sur les axes là, on a les mêmes unités. Donc, ortho pour dire orthogonal, normé pour dire que
les valeurs, les pas sur les axes sont les mêmes. Unité 1 cm partout, unité 2 cm. En tout cas, quelle qu'en soit l'unité doit être la même sur tous les axes. Donc là, on parle de vecteur orthonormé. Si si c'est pas même unité sur les axes, c'est pas normé. Ça peut être ortho, mais c'est pas normé. Voilà. Donc, on dit qu'une base UJK de l'espace est orthogonale lorsque IJK, les vecteurs unitaires là, sont des AD orthogonaux. Donc, si vous prenez I et J, ils sont orthogonaux. Si vous prenez I et K, orthogonaux. Si vous prenez J et K, orthogonaux. Donc, des AD orthogonaux. Donc, c'est comme ce que je viens de dire, les coins de votre salle de classe là. Vous voyez? C'est comme si tous les trois plans, la terrasse est orthogonale au plan du tableau et qui est orthogonale aussi au plan du mur qui est à votre droite. Donc, si on dit qu'un repère OIJK est orthogonal, ou bien encore orthonormal, on dit ça si la base IJK est orthonormale. Okay? Donc, si la base du repère est orthonormale, on a expliqué ça ici, ça veut dire que les vecteurs unitaires IJK sont orthogonaux des AD. Alors, le repère qui sera associé à cette base-là sera un repère orthogonal ou bien un repère orthonormal. On parle maintenant de distance de 2 points. Ça aussi, sur le plan, vous avez vu en troisième. Distance AB. Mon cours niveau troisième, maths niveau troisième est toujours disponible. Vous pouvez aller voir avant de revenir ici. Donc, distance de 2 points. En troisième, on vous dit distance entre A et B. AB égale à racine carrée. Et puis vous mettez x de B moins x de A au carré. Plus y de B moins y de A au carré. Ou bien, vous mettez tout sur la racine. Ça, c'est sur le plan. Okay? Dans l'espace, mais ça sera la même chose. Sauf que ici, on va juste ajouter Z. Z de B moins Z de A au carré. Vous voyez? Voici. Donc, si on prend un repère OIJK orthonormal de l'espace, le point A aura 3 coordonnées X, Y, Z. Le point B, XB, YB, ZB. Donc, la distance entre les deux points A et B, là, okay? C'est ça. Vous voyez, racine carrée de tout ça. X de B moins X de A au carré. Y de B moins Y de A au carré. Z de B moins Z de A au carré. C'est simple, non? Là, il n'y a pas chose. Hein. En troisième, on explique ça bien. Il y a une démonstration. Voilà, on vous donne la formule ici pour vous faciliter la tâche. OK? Donc, orthogonalité dans l'espace, je pense que c'est bon comme ça. On va passer au quatrième point du chapitre. Produit scalaire dans l'espace. Vous vous rappelez produit scalaire. Quand vous faites produit scalaire de deux vecteurs, ça fait quoi? Dans le plan, est-ce que quelqu'un se rappelle des produits scalaires? Okay? Il y a produit scalaire et puis il y a produit vectoriel. Dans le plan, seulement ici, on va aller faire ça dans l'espace. OK? Donc, c'est norme. Si c'est dans le plan, le produit scalaire, c'est norme du premier vecteur multiplié par le nombre du deuxième vecteur multiplié par cosinus de l'angle entre les deux. OK? Donc, si le cosinus, si l'angle entre les deux est, est un angle droit, alors le produit scalaire va donner 0. Parce que cosinus de 90, c'est 0. OK? Maintenant, si l'angle est égal à 0, le cosinus de 0, ça fait 1. Donc, en ce moment, ça va se limiter seulement au produit en multipliant seulement les normes des deux vecteurs.
Bon, là, je vais maintenant aller dans l'espace maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? Définition. Donc, si vous prenez, c'est déjà tout dit, hein, ok? U et V, deux vecteurs non nuls, soit U, soit A, B, C, 3 points de l'espace, tel que le vecteur AB est égal à notre vecteur U, vecteur AC est égal à notre vecteur V. Il existe un plan contenant A, B, C. On appelle produit scalaire de I par V, noté U point V. Vous voyez, U point V. Le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC, calculé dans ce plan. Ok? Vous voyez? On a U. Si U égale à 0, et puis V égale à 0, alors leur produit scalaire, ça fait 0 aussi. Ok? Si U et V sont égaux, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. En ce moment, vous allez avoir U scalaire V. Le point comme ça, là, ça veut dire scalaire, c'est noté ici. I scalaire V, là, c'est comme si c'était U au carré. Parce que U et V sont pareils. Donc, c'est comme si vous faisiez U fois U. Ok? Donc, le produit scalaire de ça va faire la norme du vecteur U au carré. Parce que le produit scalaire, c'est un réel, vous devez trouver. Propriété maintenant. Soit U et V, deux vecteurs A et B, ce sont des réels. Si vous prenez U scalaire V, on vous dit que c'est la même chose que V scalaire U. Donc, vous pouvez permuter ça comme vous voulez. Si vous prenez valeur absolue, vous voyez ici valeur absolue, ok, de U scalaire V, ça sera inférieur à norme de U multiplié par norme de V. Ici, là, au lieu de valeur absolue, on peut mettre norme. Ça doit être norme normalement. Norme de U scalaire V est inférieure. Est-ce que vous voyez ici, là, on a rassemblé avant de faire, on a fait les scalaires avant de faire norme comme ça. C'est inférieur ou égal à si on prenait norme de U à part et puis norme de V à part, puis on fait le produit scalaire, puis on multiplie. C'est pas la même chose. Et là où produit scalaire est intéressant, si vous faites scalaire de U plus V, c'est ensemble, là. Vous faites norme de ça. Vous voyez, norme de U plus V. C'est une addition. Puis vous faites norme de ces vecteurs-là. On vous dit que c'est inférieur à norme. Si vous prenez norme de U à part et puis norme de V à part et puis vous additionnez, c'est pas la même chose. Donc, il faudra faire attention avec ces propriétés. Donc là, vous pouvez, si vous avez U, V, scalaire, B, V, vous pouvez faire sortir les A et B là de côté. Comme ça va faire U. Ça fait A, B, ce sont des réels. A, B, U, V, et scalaire V. U scalaire V égale à 0 si et seulement si U et V sont perpendiculaires. Je pense que j'avais dit ça parce que dans la formule que je vous ai dit au départ, j'avais dit que en réalité, c'est la norme des deux vecteurs là, multipliée par cosinus de l'angle entre les deux. Si l'angle entre les deux est 90, vous voyez perpendiculaire ici, ça veut dire que l'angle entre les deux sont perpendiculaires, donc l'angle entre les deux est 90 degrés. Donc, quand on a ça, le cosinus de 90, ça fait 0. Donc, quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire, ça fait 0. Et j'ai expliqué ça en disant, parce que c'est en réalité le produit scalaire, la formule générale du produit scalaire, c'est norme des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, si vous prenez trois vecteurs comme ça, vous pouvez développer, ok, U scalaire V plus W, vous pouvez développer, ça va faire U scalaire V plus
U scalaire W. Voilà. Ça, ce sont les propriétés. Donc, une droite D admet U comme vecteur directeur et P et un plan P admet les vecteurs U et V comme vecteurs de base sont perpendiculaires si et seulement si on a ça. U scalaire V égale à 0. Donc, ça revient juste comme ça à ce qu'on a dit ici, la propriété numéro 5. Et U scalaire W égale à 0, là, vecteur nul, là. Ça revient juste à ça. S'ils sont perpendiculaires, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc, s'ils sont perpendiculaires, on peut dire que c'est une base. Donc, on peut, si vous faites le vecteur OIJ et la base IJK, si vous prenez I scalaire J, vous devez trouver 0, vecteur nul. Parce que I et J, on a dit là, dans la base, là, les vecteurs là, sont orthogonaux et orthogonaux 2 à 2. Donc, si vous prenez U scalaire J, ça doit être vecteur nul. I scalaire K, vecteur nul. J scalaire K, ça doit être vecteur nul aussi. C'est ce que ça veut dire. OK? Vecteur normal à un plan. Vecteur normal. Un plan, si vous prenez le plan du tableau et puis vous prenez votre règle, au lieu de poser sur le tableau, vous faites comme si vous faites arrêter la règle là, sur le tableau. Ou bien, exemple plus simple, considérons le plan de la terrasse de votre salle de classe. Si vous arrêtez, vous êtes perpendiculaire au plan là. OK? Vous êtes perpendiculaire au plan. Ou si vous prenez la règle, au lieu de la déposer pour tracer, vous prenez le bout de la règle, vous tenez l'autre bout et puis vous pointez l'autre bout sur le tableau. Donc, on peut dire que la règle en ce moment est perpendiculaire au plan du tableau. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Vecteur normal à un plan. Donc, définition. Si on prend P c'est un plan, U c'est un vecteur. Okay? Ces deux-là sont respectivement un plan et un vecteur de l'espace. U est normal à P lorsque U est un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire à P. Propriété. Donc, si on prend U, un vecteur du plan P, ok? Si on prend U et puis P, U est un vecteur, P est un plan. I est un vecteur normal au plan P si et seulement si U, là, le vecteur U là, est non nul et orthogonal à des vecteurs non collinéaires de P. Donc, l'exemple que j'ai dit tout de suite, vous prenez un bout sur le tableau et puis vous tenez l'autre bout. C'est comme si vous pointez un bout sur le tableau. Si supposons que la règle que vous tenez est un vecteur. Et puis il y a deux autres vecteurs qui sont tracés sur le tableau. Ces deux vecteurs qui sont tracés sur le tableau là, ces deux vecteurs ne sont pas parallèles, ne sont pas collinéaires, ne sont pas portés par des droites parallèles. Donc, vous voyez que votre règle sera comme perpendiculaire aux deux vecteurs qui sont tracés, déjà tracés, qui existent sur le tableau. OK? Ou bien pour faire simple, supposons que les plans, la terrasse de votre salle de classe là, le sol, c'est les plans qu'on va étudier. Tracez deux lignes, deux vecteurs sur le plan au sol.
Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et vous vous arrêtez quelque part. Donc, c'est comme si vous vous êtes arrêté, vous formez un angle droit avec chacun de ces vecteurs qui sont tracés au sol. Vous voyez? Le sol, c'est les plans, et les deux vecteurs qui sont plans. Donc, si vous, vous êtes perpendiculaire, supposons que vous êtes arrêté là, c'est vous le vecteur U. Et les plans, c'est le plan du sol de la classe. Donc, vous êtes perpendiculaire au plan là. On vous dit ici, si vous êtes perpendiculaire aux vecteurs qui sont tracés sur les plans. C'est ce que ça veut dire ici. Deux vecteurs non collinéaires du plan. Les deux vecteurs qu'on a tracés sur le sol. Si vous vous arrêtez, on vous prend comme un vecteur U. Vous allez être donc perpendiculaire ou orthogonal aux deux vecteurs du plan du sol. Maintenant, si le plan est un plan passant par un point A, ok, U est un vecteur normal à P, alors pour tout point M du plan, là, pour tout point M du plan, le vecteur U scalaire vecteur AM est égal à 0. Là, on part doucement, doucement, mais c'est pour aller vous montrer comment on détermine l'équation d'un plan. L'équation d'une droite, vous avez fait ça en troisième, équation de droite, non? Là, maintenant, vous allez chercher équation d'un plan. Donc, cette phrase-là veut dire que si on prend un plan et puis il y a un point qui est sur le plan là, si le vecteur U est perpendiculaire au plan, alors tout autre vecteur qui est sur le plan est perpendiculaire au vecteur U qui est perpendiculaire. J'ai dit perpendiculaire ici, là. Entendez ça par orthogonal, hein. Perpendiculaire, c'est pour faciliter votre compréhension. Sinon, on doit dire orthogonal. Donc, si un vecteur est orthogonal à un plan, ok, si vous prenez un vecteur sur le plan, le vecteur qui est sur le plan là est orthogonal au vecteur qui est orthogonal au plan. Donc, l'exemple que je viens de prendre avec deux vecteurs qui sont tracés au sol, et puis vous êtes arrêté, vous représentez le vecteur U. Le vecteur U est perpendiculaire au plan du sol de la classe, la terrasse de la classe. OK? Donc, si vous êtes le vecteur U, vous êtes arrêté tout droit, vous êtes perpendiculaire au vecteur qu'on a tracé au sol. Donc, si on fait le produit scalaire entre le vecteur U que vous êtes et un autre vecteur qui est perpendiculaire au plan du sol, là, ça doit donner 0 parce qu'on a dit produit scalaire des deux vecteurs qui sont orthogonaux égale à 0. OK? Donc, le vecteur AM est sur le plan P. Le vecteur U est perpendiculaire au plan P. Ça veut dire que le vecteur U est perpendiculaire au... Je répète encore, quand je dis perpendiculaire, là, entendez ça par orthogonal, hein. OK? Le vecteur U est orthogonal donc au vecteur AM. Donc, leur produit scalaire, ça doit faire 0. Donc, si vous faites ça, et vous allez pouvoir déterminer, si vous avez compris ça, vous allez pouvoir déterminer l'équation d'un plan. Et on va venir doucement, doucement pour déterminer ça. Donc, si A est un point de l'espace et U un vecteur non nul, alors le plan passant par A est des vecteurs normal U est l'ensemble des points M de l'espace tel que U scalaire AM égale à 0. Ça, c'est juste l'opposé de ce qui est là. OK?
A est un point de l'espace, U est un vecteur non nul. Alors le plan passant par A et des vecteurs normal U est l'ensemble des points M de l'espace tel que ça égale à ça. Ça, en réalité, c'est un plan qu'on est en train de vous dire. C'est l'équation du plan. Soit A, un point de l'espace, et U, un vecteur non nul. K est un réel. L'ensemble des points M de l'espace tel que U, A égale à K, U vectoriel, U scalaire AM égale à K là, est un plan dont U est un vecteur normal. Ça, c'est pour généraliser. Expression analytique du produit scalaire dans les repères orthonormaux. Donc, expression analytique, là, c'est, on va juste utiliser les coordonnées X, Y, Z. Là. C'est ça on va utiliser. Comment on obtient un produit scalaire? Donc, voici la formule du produit scalaire. C'est très simple. Produit scalaire. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour dire égal à 0 après, pour déterminer l'équation d'un plan. Parce que quand un vecteur, deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire, ça fait 0. Donc, U scalaire V, on vous dit que ça fait X, X prime, plus Y, Y prime, plus Z, Z prime. Si vous vous rappelez bien, en réalité, là, c'est juste ça, condition d'orthogonalité que vous faites en troisième. Vous faites X, X prime, plus Y, Y prime. Allez-y revoir votre cours de troisième, vous allez voir que c'est condition d'orthogonalité. Sauf que vous vous limitez seulement à X et Y, vous n'allez pas à Z. Donc, voici la formule pour avoir condition, produit et condition et produit scalaire de deux vecteurs. OK? Et cas particulier, si vous avez U au carré, vous allez avoir donc, puisque ça va faire U scalaire U, donc ça va faire X, X plus Y fois Y plus Z fois Z. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir X carré, Y carré, Z carré. OK? Ça, c'est un cas particulier. Donc, ça, c'est la formule générale. Donc, par conséquent, si on a U et puis V, qui sont deux vecteurs non nuls, donc voici ce que je vous disais depuis le début. Que U scalaire V est égal à norme de U multiplié par norme de V multiplié par cosinus de l'angle entre les deux, entre U et V. Seulement, il faut faire attention ici. L'angle de U à V, ce n'est pas la même chose que l'angle de V à U. Souvent, c'est un peu différent. Donc, la distance, on a déjà dit, c'est racine carrée de ça. Là, on a déjà parlé de ça. Hein. Je ne vais pas revenir expliquer ça. Donc, x de b moins x de a au carré plus y de b moins y de a au carré plus z de b moins z de a au carré. Donc, ici, vous comprenez pourquoi on a fait cette distance-là, calcul de distance? Parce que c'est ça qui est norme des vecteurs, en fait. Si vous voulez vecteur U, norme de vecteur U, norme de vecteur V, là, c'est comme si c'était, voilà. Donc, ce sont les coordonnées, là, vous prenez, vous faites racine. OK? Parce que x, si vous faites x de b moins x de a, c'est comme si vous voulez coordonner du vecteur AB. Ça, là, x de b moins x de a, là, y de b moins y de a, z de b moins z de a. Ce sont les coordonnées du vecteur AB qui sont là entre parenthèses. Donc, du coup, si vous avez les coordonnées d'un vecteur, je prends un exemple, vecteur U de coordonnées D, 3, 5. D, 3, 5. Donc, si je vais la norme du vecteur U, la longueur du vecteur U, je fais racine carrée, D au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir ça, là, les normes qui sont là, vous utilisez cette formule. Sauf qu'au lieu de parenthèses, vous remplacez par les coordonnées du vecteur. OK? Donc, avec cette formule-là, vous êtes d'accord qu'on peut tirer cosinus ici.
Si vous tirez cosinus, ça va faire donc ça divisé par ça. Donc, U scalaire V divisé par norme de U par norme de V. C'est ça le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, voici un exemple. On prend l'espace qui est muni d'un repère orthonormal, UJK. On considère un point A, 1, 2, 0, tel que le vecteur U, 1, 0, et puis moins D. Et le vecteur, c'est pas tel que, et le vecteur U. Donc, on a un point, le point A, et on a un vecteur, le vecteur U. Déterminer une équation cartésienne du plan. Vous voyez, non? Équation cartésienne d'une droite, ça c'est troisième. Hein. Terminant là, on vous demande l'équation du plan. C'est toute une surface, on vous demande l'équation. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours à peu près la même chose. Si le point A est élément du plan, vous voyez, détermine une équation cartésienne du plan passant par A, dont le vecteur normal est U. Si vous donnez ça aux élèves de la troisième, ils peuvent le faire. Ils vont juste ajouter la cote là, les Z là, et puis ils vont faire condition d'orthogonalité, et puis ils vont faire. Donc, première étape, vous choisissez un point M quelconque, soit M de coordonnées X, Y, Z, élément. En troisième, ils vont dire élément de la droite D. Cette fois-ci, vous allez dire élément du plan P. Et puis maintenant, vous faites les coordonnées du vecteur AM, c'est-à-dire X de M moins X de A, Y de M moins Y de A, Z de A, Z de M moins Z de A. Et puis vous dites que le vecteur AM là est orthogonal au vecteur U, vecteur normal. Ici, ce n'est pas vecteur directeur. Et puis vous faites condition d'orthogonalité. Et puis c'est tout. Ce que vous allez avoir, ça sera l'équation du plan. Donc voici ça. Soit M de coordonnées X, Y, Z. M est élément du plan. Donc le vecteur U, le vecteur M là, sont orthogonaux forcément. Donc si vous faites produit scalaire de ces deux vecteurs, ça va donner 0. Donc, je cherche le point M et le vecteur U, c'est où? C'est ça, non? OK? On vous a, le vecteur U, c'est ça. 1, 0, puis moins 2. Et puis le vecteur, le point A, c'est ça. Donc, avec ça, vous pouvez trouver, pouvez faire condition d'orthogonalité. Je retourne en haut, vous montrer de quoi je parle. Cette formule, produit scalaire, x, x'. Donc, le x là, c'est les coordonnées du vecteur U. X', c'est coordonnées du vecteur V'. Et V, X c'est pour U, X' c'est pour V. Y c'est pour U, Y' c'est pour V. Z c'est pour U, Z' c'est pour V. Sauf que ici, dans notre cas, c'est pas U et V, mais c'est AM et puis U. Ou bien si vous voulez, U et puis AM. Donc, débrouillez-vous pour chercher les coordonnées du vecteur AM, ce qui est facile. Parce que vous avez les coordonnées du point A et vous avez choisi M pour coordonnées X, Y, Z. Donc, avec ça, vous pouvez avoir les coordonnées du vecteur AM. Vous avez déjà les coordonnées du vecteur U. Donc, posez la formule là, condition d'orthogonalité et produit scalaire, formule de produit scalaire là, des deux vecteurs, et puis vous dites que c'est égal à 0. Produit scalaire égal à 0. Donc, si vous faites bien, vous allez obtenir ça. J'espère. OK? Donc, une équation cartésienne du plan, P là, c'est ça. X moins 2y moins 1 égale à 0. Il faut essayer de faire ça. Et puis, si vous n'avez pas pu, il faut me faire savoir. Donc, c'est cette formule-là, j'ai dit d'utiliser. U scalaire V. Le U, c'est le même U qui est là. Le V là maintenant, au lieu de V, remplacez le V là par le vecteur AM. AM. Donc, il faut aller vite chercher le coordonnées du vecteur AM. A est là et le point M est là. Donc, ça va faire X moins 1, Y moins 2.
Z moins 0. C'est ça qui sera les coordonnées du vecteur M. Pour le vecteur U, on a ça déjà. Donc, vous allez faire 1 multiplié par le X du vecteur M là. Ok? 0 multiplié par, au niveau de Y là. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas Y ici? Parce que c'est lui là qui va multiplier par quel qu'en soit ce qui sera Y là. Le Y là, en réalité, du vecteur AM là, c'est Y moins 2. Mais si vous le multipliez par 0, vous comprenez pourquoi Y n'est pas dans l'équation là. Donc, à cause de ces 0 là, il multiplie. Et vous faites moins D multiplié par, entre parenthèses, Z moins 0. C'est pour ça que vous avez moins D fois Z ici. Ok? Si vous appliquez ça, vous allez trouver. Donc, vous êtes grand maintenant. Je pense que je n'ai pas besoin de traiter ça pour vous. Avec l'explication, là, vous pouvez vous en sortir. Donc, en remarque, si on prend A, B, C, D, 4 réels, avec A, B, C non nuls, non tous nuls, l'ensemble des points M de l'espace tel que AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 est un plan dont le vecteur normal est U, B, C. Vecteur U de coordonnées A, B, C. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette équation-là, c'est l'équation du plan, d'un plan. Équation générale d'un plan, c'est ce que ça veut dire comme ça. Équation d'une droite, on vous dit Y, AX plus BY plus C, non? Égale à 0, non? C'est ça, on vous dit. Sauf qu'ici, on vous ajoute un Z, puis D, égale à 0. Donc, on vous dit un vecteur, les coordonnées du vecteur. Si vous voulez un vecteur qui est normal à ce plan, c'est le vecteur U de coordonnées A, même A qui est là, la coefficient de X là. Le B qui est coefficient de Y et le C qui est coefficient de Z. C'est vraiment simple. OK? Donc, voici un autre exemple. On a A, on a B et puis on a C. 3 points. Équation. On vous demande de donner l'équation de A, B, C. Quand on vous donne comme ça, là, entre parenthèses, ça veut dire un plan. Je répète. Si c'est une droite, c'est 2 points comme ça, entre parenthèses. Ça veut dire la droite. Si je mets AB entre parenthèses, ça veut dire la droite AB. Maintenant, si c'est 3 points A, B, C, là, ça veut dire que c'est un plan. C'est un plan. Donc, pour trouver les repères et pour trouver l'équation de ce plan-là, c'est très simple. Il faut fabriquer, débrouillez-vous, fabriquer un vecteur avec les 3 points ici. OK? Soit vous prenez vecteur AB, OK? AC ou bien BC, peu importe. Et C, parce que les points C, les points B et les points A sont tous éléments du plan. OK? Donc ici, là, voici l'équation générale du plan. On est d'accord? L'équation générale d'un plan, c'est ça. Donc A, B, C, tous les trois sont éléments de ce plan. Ça veut dire que les coordonnées de ces points-là doivent vérifier l'équation du plan. Autrement dit, si vous remplacez les coordonnées du point A ici, dans cette équation, les X, Y et puis Z seulement, hein, ça doit donner 0. Donc, vous remplacez pour le A, ça va vous donner une équation. Donc, le X sera remplacé par 2. Donc, DA. DA. Le Y sera remplacé par 0. Donc, on n'a pas de Y ici. Vous voyez? Le 1 là remplace Z. Donc, on a C. C. Et puis D ici, égal à 0. A, B, le A ici, c'est parce que le X a été remplacé par 1. Le Y remplacé par 4, ce qui nous donne 4B. Le 1 remplace le Z, ce qui fait C ici, tout simplement. Plus le D, égal à 0. Vous faites la même chose. Remplacez les coordonnées de C
par x, y et puis z, vous allez avoir une équation. Donc, vous avez 3 équations désormais. Donc, on va essayer de déterminer A, déterminer B, et puis déterminer C progressivement. Donc, si on fait l'équation 1 moins l'équation 2, ça, vous allez avoir, et faites membre par membre, DA moins A, ça fait A, c'est le A qui est là. C ici, moins C, les C vont partir. B, on n'a pas de B ici, donc ça va faire 0 moins 4B. C'est pour ça qu'on a moins 4B ici. Le D moins D, ok? 0 moins 0. Donc, on regroupe les A ensemble, les B ensemble, les C ensemble, puis les D ensemble. Ça, on obtient une autre équation. Si on fait maintenant 1 moins 2, c'est-à-dire l'équation 1 moins l'équation moins 3, l'équation 3. Donc, on aura DA moins 3A. Ça fait moins A. OK? Moins, on a 0 moins B. Ça fait moins B. C maintenant. C moins 0. Ça fait C. D moins D. Ça fait 0. Donc, on n'a pas D ici. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, à partir de là, on peut tirer B. Vous êtes d'accord? Et on peut tirer A aussi. Si vous tirez A, si vous tirez B, vous allez avoir B égale à, parce que les moins vont s'annuler après. OK? Ça sera C. C sur 5 et A égale à 4C sur 5. Parce que si vous tirez ici B, et puis avec l'équation qu'on a ici, A moins 4B là, vous pouvez aboutir à ça. Faites que B égale à C moins 5. OK? Parce que si vous tirez C ici, vous allez avoir B sur B moins C sera égal à B. Si vous tirez B ici, vous allez avoir moins C plus A de ce côté. Et les B ici, si vous tirez B ici aussi, vous allez avoir B est égal à A sur 4. Moins A sur 4, normalement. Donc, si vous combinez les deux, vous pouvez avoir ça. B égale à ça. Et puis A égale à ça. Donc, on remplace la valeur de... Et les valeurs de B et puis A qu'on a ici, là. On les remplace dans les équations. OK? Parce que si vous combinez cette équation puis cette équation, pour faire simple, au lieu de tirer et puis venir remplacer, combinez ça et ça. Vous allez avoir quoi? A moins A, ça fait 0. Moins 4B, moins B, ça fait moins 5B, plus C égale à 0. Donc, c'est comme si on avait moins 5B plus C égale à 0. Donc, dans ça, c'est comme ça on a tiré B. C'est en faisant combinaison de ces deux-là. C'est ça qui vous donne que B égale à C sur 5. Maintenant, le B égale à C sur 5 là. Si vous prenez ce B là, vous remplacez ici, c'est-à-dire C sur 5 là, ou bien vous remplacez ici, C sur 5, pour remplacer le B là, à C sur 5 ici, vous allez avoir que A égale à, donc 4, ça va venir, ça va devenir possible. C'est comme ça on a obtenu les 4 C sur 5 là. OK? Donc, si on remplace tout ça là dans, dans la première équation, toute cette équation, vous remplacez. Les A, ça fait 4C sur 5. Donc, ça va faire 2 fois 4C sur 5. 2 fois 4C là, c'est ça qui fait 8C sur 5. Plus les C, plus les D. OK?
Donc, en faisant ça, on peut tirer D facilement pour dire que D est là. Donc, parce qu'on a C et C seulement. Moins 13C sur 5. OK? Donc, on sait que C est différent de 0. Donc, on ramène cette équation-là. Et 4C, en utilisant cette équation, si vous utilisez cette équation, et 4B là, ça va donner quoi? B étant égal à C sur 5, et le C qui est là. Donc, c'est comme si on a utilisé l'équation numéro 2 là, pour remplacer les A qui est ici. Vous voyez, A égale à combien? 4C sur 5. Donc, on a 4C sur 5X. Le B là, on va remplacer ça par le B qui est là. OK? Ah, on est là, hein? C'est ici qu'on doit remplacer. Le A sera remplacé ici. On a 4C sur 5. On remplace le A, qui est le coefficient de X. Le B, vous voyez B, Y. Le B qui est là. OK? Où est B? B égale à, voilà, C sur 5Y. Voilà, C sur 5Y. Et le C, C c'est où? Où est C? Bon, C, on va juste mettre C. Il n'y a pas de souci. Parce que on a exprimé tout en fonction de C, en fait. OK? Et puis les D, on vient juste de le faire. Ça fait moins 13C sur 5. Voici les D. Donc, égal à 0. Donc, comme ça, on peut factoriser par 5, par C sur 5. Factorise C sur 5. OK? Donc, on aura ça. OK? Si vous pouvez factoriser par C sur 5. 4x plus y plus 5z moins 13 égale à 0. Comme ça. Donc, l'équation égale à ça. Parce que ça, là, c'est pas égal à 0. Ça, c'est différent de 0. Ça ne peut jamais être 0. Donc, c'est sûrement ça qui est égal à 0. Normalement, cette parenthèse-là devait être ici. Hein, et pas derrière, ici. Donc, si vous avez deux parenthèses égales à 0 comme ça, c'est soit C sur 5 qui est égal à 0, ou bien ça qui est égal à 0. Ce qui est ici, là, qui est égal à 0. Donc, comme C n'est pas nul, si c'était nul, on n'aurait pas... on a dit ici, C n'est pas nul. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est dans la parenthèse là qui est nul. 4x plus y plus 5z qui est moins 13 là, c'est ça qui est nul. OK? Bon, c'est bon, hein? On va arrêter comme ça. J'espère que vous avez compris. On va continuer avec une autre vidéo pour terminer le chapitre et ça sera la fin du programme. Donc, tellement là, vous êtes supposé traiter uniquement les anciens sujets d'examen. C'est ça qui va vous aider. OK? Merci bien, portez-vous bien et à très bientôt.